Bonjour. Aujourd'hui, une vidéo consacrée à la notion d'équité chez Aristote. Alors, l'équité, c'est une vertu personnelle, c'est une vertu individuelle qui est différente de la simple connaissance de la loi et de sa stricte application. Ce que j'ai expliqué, je crois, la dernière fois, c'est que l'équité consistait à adapter une règle générale à un cas particulier. J'avais pris, il me semble, l'exemple de la répartition de la nourriture. Je crois, dans mon souvenir, ça avait fait beaucoup, ça avait beaucoup intéressé Pascal. Euh, Prenons un stock de nourriture, répartissons-le entre 10 personnes. Euh, la répartition égalitaire consistera à donner la même quantité de ration à ces 10 personnes. Être équitable, ça va consister à regarder quels sont les besoins particuliers de chacune de ces personnes. Est-ce qu'il y a des enfants en bas âge? Est-ce qu'il y a des femmes enceintes? Est-ce qu'il y a des piliers de rugby de 120 kg? Et ça va consister donc à adapter cette répartition en fonction des besoins. Il est certain qu'un enfant de 2 ou 3 mois ne mange pas tout à fait la même chose, ni même dans les mêmes quantités, qu'un arrière droit du 15 de France. Okay. Donc, euh, l'équité, ça va consister à adapter la règle au cas particulier. La question qu'on peut poser, à mon avis, c'est est-ce que cette adaptation n'est pas en fait un écart? Lorsqu'on adapte la règle au cas particulier, est-ce qu'on ne s'écarte pas de la règle? Est-ce qu'on ne crée pas, d'une certaine manière, une nouvelle règle? Je relis le texte d'Aristote et ensuite petite synthèse sur ce que nous allons voir. Le texte est tiré du livre 5 de l'Éthique à Nicomaque et il est consacré à l'équité et l'homme équitable. Ce qui fait la difficulté, c'est que l'équitable, tout en étant juste, n'est pas le juste selon la loi, mais un correctif de la justice légale. La raison en est que la loi est toujours quelque chose de général, et qu'il y a des cas d'espèce pour lesquels il n'est pas possible de poser un énoncé général, qui s'y applique avec rectitude. Dans les matières, donc, où on doit nécessairement se borner à des généralités, et où il est impossible de le faire correctement, la loi ne prend en considération que les cas les plus fréquents, sans ignorer d'ailleurs les erreurs que cela peut entraîner. La loi n'en est pas moins sans reproche, car la faute n'est pas à la loi, ni au législateur, mais tient à la nature des choses, puisque par leur essence même, la matière des choses de l'ordre pratique revêt ce caractère d'irrégularité. Quand par suite la loi pose une règle générale, et que là-dessus survient un cas en dehors de la règle générale, on a alors le droit, là où le législateur a omis de prévoir le cas et a péché par excès de simplification, de corriger l'omission et de se faire l'interprète de ce qu'eût dit le législateur lui-même s'il avait été présent à ce moment, et de ce qu'il aurait porté dans sa loi s'il avait connu le cas en question. De là vient que l'équitable est juste, et qu'il est supérieur à une certaine espèce de juste, non pas supérieur au juste absolu, mais seulement au juste où peut se rencontrer l'erreur due au caractère général de la règle. Telle est la nature de l'équitable, c'est d'être un correctif de la loi, là où la loi a manqué de statuer à cause de sa généralité. En fait, la raison pour laquelle tout n'est pas défini par la loi, c'est qu'il y a des cas d'espèce, des cas particuliers, pour lesquels il est impossible de poser une loi, de telle sorte qu'un décret est indispensable. De ce qui est en effet indéterminé, la règle aussi est indéterminée, à la façon de la règle de plomb utilisée dans les constructions de Lesbos. De même que la règle épouse les contours de la pierre et n'est pas rigide, ainsi le décret est adapté aux faits. Alors, que nous dit Aristote? Je parle d'abord et ensuite vous allez noter. Aristote nous dit qu'il faut distinguer le juste selon la loi et le juste selon l'équité. Le juste selon la loi consiste simplement à bien connaître la loi et à bien l'appliquer.
Le juste selon l'équité va consister à inventer ce qu'aurait dit la loi face à un cas qu'elle n'avait pas prévu. Face à un cas qu'elle n'avait pas prévu. Okay. Donc, l'équité, c'est bien une vertu qui invente un droit. Et là, on se dit, il y a un problème, c'est-à-dire que il va bien y avoir un écart du juge, du jugement du juge, par rapport à la loi, puisque la loi est muette dans les cas qui rendent nécessaire la vertu d'équité. Et en même temps, si je puis dire, Aristote va dire que l'équité, ce n'est que l'adaptation de la loi à un cas particulier. Donc, petite synthèse là-dessus, et j'essaie de clarifier tout ça. Donc, dans l'éthique à Nicomaque, alors, effectivement, laissez-moi trouver un feutre. C'est pas un gros mot. Nicomaque. Éthique à Nicomaque. Nicomaque était un élève, on pense peut-être le fils d'Aristote. Et donc, éthique à Nicomaque, c'est un cours d'éthique, une leçon d'éthique écrite pour Nicomaque. Voilà. Alors, dans l'éthique à Nicomaque, Aristote distingue l'équitable de la justice légale, du juste selon la loi. L'équitable de la justice légale, du juste selon la loi. L'équité vient corriger dans certaines circonstances la loi. L'équité vient corriger dans certaines circonstances la loi. Alors, quelles circonstances, justement? La loi est par essence générale. La loi est par essence générale. Elle est par essence générale. Par, plus loin, essence. On peut même dire qu'une bonne loi est celle qui ne prend en compte que les cas les plus fréquents. Non? Oui, on peut même dire que une bonne loi est celle qui ne prend en compte que les cas les plus fréquents. Mais l'être humain peut parfois nous surprendre.
et certains cas peuvent échapper à la règle générale. On appelle ça des exceptions. Dans ces cas, ou pour ces cas, la loi reste muette. Le juge équitable va donc devoir imaginer, ce qu'aurait fait le législateur. Il va donc devoir imaginer ce qu'aurait fait le législateur. Le législateur, c'est celui qui fait la loi, qui l'a conçue. Il va devoir imaginer ce qu'aurait fait le législateur s'il avait eu à traiter ce cas particulier. Alors, on peut donc se demander si l'équité est l'adaptation d'une ancienne loi à un nouveau cas, ou si elle aboutit à la création de nouveaux droits. Ou si elle aboutit à la création de nouveaux droits. Alors, on va prendre un exemple qui est paradigmatique, qui permet de vraiment penser la manière dont Aristote devait concevoir la jurisprudence et le travail du juge équitable. On va prendre l'exemple du droit à l'avortement. Alors, comme je ne veux pas vous dire de bêtises, il faut que je reprenne mes notes pour les dates notamment. En France, je pense que vous savez, quelle est la loi qui encadre le droit à l'avortement. La loi la plus importante qui encadre le droit à l'avortement. Vous avez entendu parler de cette femme. Simone Veil, très bien. Donc, comment ça s'est passé? Eh bien, il y avait... c'était à l'époque c'était sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. La ministre de la Santé de Valéry Giscard d'Estaing s'appelle Simone Veil. Et elle va porter un texte de loi qui dépénalise le recours à l'avortement sous certaines conditions. Tout ça, ça se passe au début de l'année 1975. Il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale. La loi va être votée. D'ailleurs, ce qui est assez curieux, curiosité historique, c'est que Simone Veil appartient à un parti politique qui va combattre pour l'essentiel
cette loi qui vise à encadrer l'avortement, alors que l'opposition va combattre plutôt, à quelques exceptions près, mais très très rares, va combattre en faveur de cette loi. Donc en gros, Simone Veil va travailler euh, contre la majorité gouvernementale alors qu'elle fait partie du gouvernement. Mais cette loi va finir par être adoptée. Quelle est la logique de la manière dont on conçoit la législation française? Ça remonte, euh, ça remonte à la Révolution. Les juges de l'Ancien Régime avaient énormément de pouvoir. Les parlements régionaux s'en plaignaient énormément, mais les juges avaient beaucoup de pouvoir, y compris le pouvoir de décréter certaines mesures en dehors de tout cadre légal. Autrement dit, les juges avaient un pouvoir quasiment discrétionnaire sur un certain nombre d'aspects des législations locales. Qu'est-ce qu'on a fait à la Révolution? Bah, c'est tout simple, on a voulu, et ça se comprenait parfaitement, on a voulu, passez-moi cette expression, on a voulu castrer les juges. C'est-à-dire leur prendre leur pouvoir juridictionnel et leur conserver un simple pouvoir judiciaire. On a considéré que les juges n'avaient plus à faire le droit. Qui fait le droit à partir de la Révolution française? Ce sont les députés de la nation. Okay. Et c'est resté l'esprit, si vous voulez, de la législation française et du droit français. Montesquieu va dire les juges sont la bouche de la loi. Ça signifie qu'ils n'ont qu'à lire la loi et à dire ce qu'est la loi. Et on ne leur demande pas de faire grand-chose de plus. Aux États-Unis, c'est très différent. À quelques exceptions près, tous les juges, tous les procureurs, les shérifs également, sont élus. Vous avez l'échelon fédéral, qui est Washington, avec toutes les agences fédérales, le FBI, les Marshals, etc., etc. Vous avez l'échelon des États, et à l'échelle de l'État, vous avez des districts, et pour chacun de ces districts, on élit un certain nombre de juges, un certain nombre de procureurs, d'assistants du procureur, etc., etc. Alors, je crois même qu'on élit le commissaire de police dans certaines villes. Okay. Ça, c'est la grande différence. En France, les juges ne sont pas élus. Aux États-Unis, sauf exception, et cette exception est de taille, je pense que vous en avez entendu parler au moment de l'élection américaine. Sauf exception, les juges sont élus. Il y a une exception notable, c'est les juges de la Cour suprême qui sont désignés, appointed, par le président américain et confirmés par le Sénat. Confirmés ou pas par le Sénat. D'où en fait l'importance de contrôler le Sénat. Et ces juges de la Cour suprême vont juger en fait de la constitutionnalité ou de l'anticonstitutionnalité des lois que peuvent passer chacun des États. La Floride, le Texas, l'Oklahoma, etc., etc. Là encore, à une exception près, je crois, qui est l'État de Washington, D.C., où le système est un peu différent. Alors, cela va avoir une conséquence majeure, c'est que les juges vont avoir le pouvoir de créer du droit. En France, on a énormément de mal à se représenter ce que ça veut dire, mais ça voudrait dire qu'un tribunal, d'une certaine manière, peut modifier la législation d'un pays. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel essaye d'avoir ce rôle, alors qu'il n'est absolument pas légitime pour le faire. Mais c'est tout nouveau, c'est très récent. Comment ça s'est passé pour le droit à l'avortement? D'ailleurs, ça explique un certain nombre de difficultés que rencontre ce droit actuellement. Aux États-Unis, il n'y a pas de loi fédérale qui encadre l'avortement, une loi qui aurait été votée par le Congrès.
il y a eu la décision d'un tribunal qui est la Cour suprême. Donc comment ça s'est passé? En 73, il y a une femme qui s'appelle Norma McCorvey, mais qui va être anonymisée, qu'on va appeler Jane Doe ou Jane Roe, qui va attaquer la constitutionnalité de la loi fédérale, de la loi du Texas, pardon, qui interdit la pratique de l'avortement en toutes circonstances. Viol, inceste, mise en danger de la mère si la grossesse va à terme, etc., etc. Et donc elle va attaquer le gouverneur du Texas qui s'appelle Monsieur Wade, et elle va évidemment perdre son procès au Texas, en cour de district, et elle va porter l'affaire devant la Cour suprême avec l'aide d'un certain nombre d'avocats. Et la Cour suprême va être d'un avis différent de celui du tribunal texan, de la Cour de district texane. Et en fait, tout va pivoter autour du 9e amendement de la Constitution américaine. Alors, je peux vous le lire, parce que c'est fascinant de voir ça. Liste des amendements, hop, 2e, 4e, 5e, 6e, 8e, 9e. Alors, le 9e amendement protège les droits non énumérés de la Constitution, c'est-à-dire les droits qui n'ont pas encore été pris en compte par les 8 amendements précédents. L'énumération de certains droits dans la Constitution ne pourra être interprétée comme déniant ou restreignant d'autres droits conservés par le peuple. Autrement dit, que signifie le 9e amendement de la Constitution? C'est pas parce qu'on fait une Constitution pour garantir un certain nombre de droits du peuple que le peuple n'en a pas d'autres. C'est hyper vague. C'est extraordinairement vague. Alors, le tribunal texan va dire, excusez-moi, Madame McCorvey, mais je vois pas de droit à l'avortement là-dedans. La Cour suprême va dire, si le droit à l'avortement n'a pas été énuméré par les 8 amendements précédents, ça ne veut pas dire, et ça c'est le rôle du 9e amendement, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dedans. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas dedans. Alors, où serait le droit à l'avortement dans la Constitution? La Constitution, c'est quand même un texte qui a été écrit, déjà par des hommes de la fin du XVIIIe siècle, dont quelques-uns étaient des propriétaires d'esclaves. C'est vous dire, à mon avis, si c'est pas, si vous voulez, George Washington, Thomas Jefferson, ce ne sont pas ce qu'on pourrait appeler littéralement ce qu'on appelle aujourd'hui des social justice warriors. La cause des femmes, je pense qu'il est raisonnable de penser que non seulement ils s'assoient à côté, mais ils s'assoient dessus. C'est vraiment pas pour ça qu'ils ont fait la révolution américaine, ces gens-là. Où est-ce qu'on peut trouver le droit à l'avortement dans un texte écrit par ce genre d'individu, et en plus dans un pays qui est turbo-religieux, où très clairement la religiosité transpire par tous les pores de la politique. Donc, en fait, l'interprétation de la Constitution va constituer un enjeu politique majeur. Là, la Cour suprême va dire « Ah, il y a un droit qui est garanti par la Constitution, c'est le droit de protection de la vie privée. » Et ils vont prendre ce droit constitutionnel et dire la chose suivante. Cela signifie que tout ce qui se passe dans un cabinet médical est couvert par le secret médical, que ce qui se passe entre un médecin et sa patiente ne concerne que le médecin et sa patiente, ça ne concerne pas l'État, ça ne concerne pas le copain, ça ne concerne pas le mari. Okay.
D'où l'arrêt de la Cour suprême qui date de, je crois, 73, l'arrêt Roe v. Wade. On en entend souvent parler quand on regarde les médias américains ou qu'on s'intéresse un petit peu aux États-Unis. L'arrêt Roe v. Wade, c'est l'arrêt qui va ouvrir le droit à l'avortement aux États-Unis. Ce n'est pas une loi, c'est une décision de justice. Le problème de cette décision de justice, c'est qu'elle repose sur une base constitutionnelle qui est, comme diraient les Anglais, flimsy, c'est-à-dire assez fragile. Assez fragile. L'autre problème, c'est que si, et en fait c'est pas si, et c'est même plus quand, parce que c'est déjà le cas, lorsque la Cour suprême change de couleur politique, c'est-à-dire quand c'est des juges qui ont été nommés par des présidents républicains plutôt conservateurs qui constituent la majorité de la Cour suprême, il y a de fortes chances que cette décision juridique soit renversée. Okay, c'est ça l'équité. En tout cas, c'est une des conséquences possibles de l'équité. C'est-à-dire qu'il s'agit d'interpréter la loi pour faire face à une situation nouvelle. La question du droit à l'avortement, il est évident qu'en 1775, ça ne se posait pas du tout comme question. Évidemment que ce n'était pas un droit. En 1975, 2 siècles plus tard, ça a changé. Il faut prendre en compte ce changement. Est-ce qu'on peut le prendre en compte légitimement en interprétant des textes de loi qui sont vieux de 200 ans? C'est un petit peu la question. Aristote dirait la chose suivante, je pense, sans trahir sa pensée. Aristote dit qu'il faut s'imaginer ce que ceux qui ont fait la loi auraient fait à la place des juges de la Cour suprême. Bah, je peux dire sans aucune hésitation qu'ils n'auraient jamais accordé le droit à l'avortement. Il est évident que voilà, des types chrétiens socialement très conservateurs n'auraient jamais accordé ce droit. Et donc, dire qu'il faut se placer du point de vue du législateur pour voir ce qu'il faudrait faire, ça me semble un petit peu périlleux. Surtout quand il y a plusieurs siècles qui nous séparent du législateur original. Le point qui est intéressant, c'est peut-être de se demander quel est l'esprit des lois. L'esprit des lois, c'est pas forcément l'esprit de ceux qui les ont faites. Il peut y avoir dans les lois des principes, comme par exemple la protection de la vie privée, qui peuvent rester valides et qui peuvent s'émanciper d'un certain contexte historique ou culturel. Mais le sujet, ça va être, bah d'accord, mais est-ce que c'est pas aller trop loin? Est-ce que c'est pas aller trop loin? Il y a deux problèmes dans le cas de la Cour suprême. Premièrement, on peut instrumentaliser la Constitution dans n'importe quel sens, si vous voulez. On peut prendre le fameux second amendement. Vous voyez ce que c'est que le second amendement? C'est sur les armes. C'est sur le droit de porter des armes. Alors, on peut interpréter le second amendement en disant, bah, justement, dans l'esprit des pères de la Constitution, on est dans les années 1770-1780. On vient de sortir d'une guerre longue avec ces salauds d'anglais qui vont d'ailleurs revenir en 1800 et qui vont brûler la Maison Blanche en 1800. Il faut qu'on ait le droit de porter des armes, il faut qu'on puisse lever des milices extraordinairement rapidement. Et là, on peut se dire qu'on est en 2020, les Anglais ont d'autres chats à fouetter que d'envahir l'État du New Jersey. Donc, l'idée d'une milice se justifie pas complètement. L'idée du port d'armes pour lever des milices ne se justifie pas complètement. Et il y en a qui vont dire ah mais c'est dans la Constitution, donc pas touche, pas touche. Okay, en fait, les deux ont raison. C'est ça le problème d'une interprétation, c'est que soit on a une interprétation fondamentaliste et littérale de la Constitution, soit on dit il faut voir quelle était l'intention du législateur à l'époque.
Moi, ce que je trouve quand même assez bizarre, c'est que quand il s'agit de l'avortement, on dise ah bah il faut pas prendre en compte l'esprit de ceux qui ont fait la loi, alors que quand il s'agit des armes, il faut d'un seul coup prendre en compte l'esprit de ceux qui ont fait la loi. Il faudrait savoir au bout d'un moment. Il faudrait savoir. En réalité, le principal danger du modèle américain, c'est que ça, c'est pas l'arbitraire en fait, c'est l'idéologie de ceux qui sont là pour manipuler le droit, pour instrumentaliser la Constitution dans un sens ou dans un autre. Et au fond, c'est de bonne guerre, si vous voulez. On ne peut pas demander aux démocrates de ne pas faire d'interprétation démocrate de la Constitution quand ils ont des juges à la Cour suprême, mais on ne va pas pouvoir demander non plus aux républicains de s'empêcher de faire des interprétations conservatrices de la Constitution quand ils peuvent caser des juges à la Cour suprême. Je crois que maintenant le ratio c'est 6 juges conservateurs, 3 juges démocrates. Donc ça donne une... Et c'est des juges qui sont non seulement pas élus, mais nommés par les présidents, mais nommés à vie. Vous êtes juge comme pape, hein, normalement, jusqu'à récemment. Vous êtes juge à vie, c'est-à-dire que vous pouvez mourir et vous, normalement, vous êtes censé devoir. Il y en a quelques-uns qui prennent leur retraite quand ils sont complètement gâteux, mais il y en a qui s'accrochent jusqu'au bout, si vous voulez. C'est comme ça. Et je suis pas certain que ça soit une si bonne chose que ça. En France, on a des juges qui sont indépendants, enfin qui sont censés l'être. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, l'indépendance du juge, c'est que le pouvoir ne peut pas faire pression sur eux, mais ça veut dire aussi et surtout qu'ils n'ont pas de compte à rendre. Et ça peut poser un certain nombre de problèmes aussi. C'est aux États-Unis, quand vous êtes particulièrement laxiste dans vos jugements, vous avez peu de chances d'être réélu. C'est aussi simple que ça. Vous voyez qui c'est Kamala Harris? C'est la vice-présidente, enfin, pour le moment, on ne sait pas tout à fait, même si on commence à avoir des présomptions, c'est la vice-présidente élue de Joe Biden. C'est une femme, déjà c'est une femme, okay. Non mais c'est suffisamment rare pour être souligné. C'est une femme, elle est relativement jeune, il faut dire qu'à côté de Joe Biden, tout le monde est relativement jeune. Ça va être le plus vieux président, il a 79 ans, quelque chose comme ça. Il va avoir 83 ans quand il aura fini son premier mandat. Ouais, effectivement, Bouteflika peut aller se rhabiller. C'est une femme qui est surtout, c'est une femme de couleur. Elle est d'origine, je crois, indienne, si je ne veux pas dire si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, elle n'est pas blanche. Et les médias français se sont dit ah bah c'est une progressiste, elle a soutenu Black Lives Matter, etc., etc. Sauf que ça a été, elle a été procureure. Et bah quand elle a été procureure, elle n'était pas progressiste du tout, hein. Elle était très dure. Elle était sur les questions de sécurité. Elle tapait très fort. Okay. Et ça, enfin, on a aux États-Unis des juges qui appliquent la loi, qui l'appliquent très fermement. On a déjà eu cette conversation. On ne peut pas franchement en dire autant des juges français. Parce que ils n'ont pas de responsabilité face au peuple qu'ils sont censés représenter. Et que manifestement, si on, en tout cas, se fie à certaines enquêtes d'opinion, ils représentent de moins en moins. Petite synthèse là-dessus, je ne reparlerai pas explicitement du droit à l'avortement, mais vous voyez le principe. En France, on a des lois qui sont faites par des représentants du peuple. Aux États-Unis, c'est plus compliqué que ça. Alors, l'équité peut conduire au risque, l'équité peut conduire au risque d'instrumentalisation réveiller votre camarade.
Allez. Donc le principe d'équité peut conduire au risque d'instrumentalisation idéologique de la loi. Au prétexte d'adapter la loi on en créerait une autre. Au prétexte d'adapter la loi, on en créerait une autre. Alors, pour Aristote, ce danger peut être écarté. Par la connaissance approfondie du droit et de l'intention de ceux qui l'ont fait. Or, il est évident que cette interprétation repose sur d'autres principes que des principes juridiques. Tout d'abord, elle repose sur la force des idéologies contemporaines, mais peut-être surtout sur des principes moraux qui dépassent le cadre légal. Des principes moraux qui dépassent le cadre légal. Est-ce que ça va pour tout le monde? Alors justement, on va attaquer la question de la morale maintenant.
Ça sonne dans combien de temps? 10 minutes? Alors, on va commencer un petit cours sur la morale, mais commencer seulement. Pourquoi est-ce qu'il est mal de mentir? Parce que c'est pas moral, parce que c'est la société qui nous a appris que c'était pas moral. Oui? Ah, ça dépend de la chose. On ment tout le temps. C'est vrai. D'accord, le mensonge n'est pas un mal absolu pour Pascal. Ça sert à se protéger. Ok. Bon, alors, si je trie les réponses, premièrement, c'est parce que maman me l'a dit. Ok. Premier type de réponse, c'est un préjugé social. On m'a appris que c'était mal de mentir, donc c'était mal de mentir. Ok, c'est une réponse qui se vaut. Euh, enfin, en tout cas, qui vaut quelque chose. Deuxième type de réponse, le mensonge n'est pas toujours injustifié. Il faut se demander quelles peuvent être les conséquences du mensonge avant de le répudier complètement. Et troisième type de réponse, il y a des élèves qui, je crois, ont marmonné, mais c'est mauvais en soi de mentir. C'est vraiment pas bien de mentir. Ok. Euh, c'est euh, c'est très intéressant parce que ce sont des réponses qui sont toutes les trois dignes d'intérêt. Alors, on va voir un texte. La thèse de Kant, c'est que le mensonge est un mal absolu. Ok. Et que on peut savoir ce que c'est que le bien de manière objective, de manière rationnelle. Euh, je vais revenir au premier argument. Je crois que c'était Pascal qui l'avait dit. Avant de mentir, il faut savoir si ça sera, quelles seront les conséquences du mensonge. Il y a certains mensonges qui n'en valent pas la peine, d'autres qui peuvent être utiles, d'autres qui sont nécessaires, etc., etc. Pascal. Oui. Oui, oui. Alors l'exemple de Pascal, c'est le Secret Santa, c'est le cadeau surprise, effectivement. Ok. Le problème, si vous voulez, de cet argument, de ce type d'argument, c'est euh, de dire, au fond il faut se demander quel est le but du mensonge, mais ça voudrait dire qu'il y a certains buts qui sont moraux et d'autres qui ne sont pas moraux. Donc en fait, c'est un petit peu comme le confinement, si vous voulez, c'est reculer pour mieux sauter. Ok, on ne peut pas savoir si le mensonge c'est moral ou pas. En revanche, l'intention dans laquelle on ment peut être soit morale, soit pas morale. Mais comment savoir si cette intention est soit morale, soit immorale? On a reculé le problème en fait. Ok. Du côté de l'intention et du côté des conséquences. Qu'est-ce qui nous dit que certaines conséquences de nos actions sont en soi plus morales que d'autres? Oui. Par exemple, il y a des gens qui détestent les surprises. Oui, mais si on sauve des milliers de personnes justement par ce mensonge-là, c'est très compliqué si vous voulez savoir. Est-ce qu'il faut être dans un calcul bêtement quantitatif et se dire oui, bon, ok, en construisant ce barrage, on va probablement tuer 50 000 personnes, mais on va pouvoir donner de l'électricité à 5 millions. Est-ce que c'est vraiment un calcul qui est moral? Où est-ce qu'on place la moralité? Il va falloir m'expliquer la... Bah, ça n'arrange rien, si vous voulez. Ça dépend de l'époque.
Oui, mais est-ce que c'est moral? C'est pas parce qu'on l'aurait fait il y a 50 ans, d'ailleurs on l'a fait en Inde, euh, c'est pas parce qu'on l'aurait fait, et je pense en Chine aussi, c'est pas parce qu'on l'aurait fait dans certains pays à une certaine époque que c'est moral. C'est pas parce que ça se fait que c'est moral. Il y a plein de choses qui se font et qui ne sont pas morales, hein. Oui. À ce moment-là, ça veut dire qu'à un moment, à une ancienne époque, il y avait un professeur de philo, un peu comme vous, qui disait que là, l'exemple que vous avez pris, c'était moral. Et là, maintenant, à cette époque, il y a vous qui disent que c'est pas moral. Non, je pense que très sincèrement, on pouvait se poser la question il y a 50 ans quand même. Ah bon. C'est pas une question de. La question, c'est de savoir la différence entre. Et c'était le deuxième argument au fond. C'est mal parce que ma maman me l'a dit. Autrement dit, il y a des normes sociales, il y a des normes culturelles qui nous expliquent ce que c'est que le bien et le mal. D'accord, mais est-ce qu'on peut en rester là? Pourquoi est-ce que ça c'est mal à une époque et bien à une autre époque? Il y a des critères mis en avant, il y a des arguments qui sont mis en avant. Quels sont ces arguments? Vous voyez? C'est ça la question. C'est ça l'idée de reculer pour mieux sauter. On peut se dire, ok, ça dépend de l'intention. Mais est-ce que cette intention est morale ou pas? Oui. Oui, mais même la manière, comme vous avez dit, de l'exemple de c'est vraiment qui l'a appris. Oui, C'est déjà quand tu nous apprends les choses en nous disant c'est mentir, c'est mal, c'est très manichéen. Voilà. Il n'y a pas que du noir ou du blanc, il y a du gris au milieu. oui, bien sûr. Mais la question est de savoir si, prenons, déjà si ce noir et ce blanc, ce manichéisme, comme vous dites, il est rationnel, il est, il peut se justifier. Ok. Et la question est de savoir si tout est gris. Non, il Euh, n'y a pas tout qui est gris. voilà, il y a quand même du noir aussi. On va pas dire ah oui, mais vous comprenez, les Allemands, ils ont beaucoup souffert. D'accord, ça peut s'expliquer historiquement, mais moralement, est-ce que ça peut se justifier? Je ne pense pas. Non, pas vraiment. La suite au prochain épisode, effectivement. Bye.